D'abord, merci beaucoup pour cette invitation et cette occasion pour pouvoir parler, partager des idées et créer des réflexions tous ensemble. J'ai le plaisir de recevoir M. Pierrot Saint-Vallon, qui est professeur émérite au Collège de France, en France, qui a été titulaire de la chaire en histoire moderne et contemporaine du politique, et qui s'est, tout au long de sa carrière, intéressé à des sujets très variés comme la démocratie, la justice sociale, l'État, et de manière plus large à ce qui fait société. Donc un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre tout au long de l'histoire. Donc aujourd'hui, on va entamer une conversation à partir de cet ouvrage, je l'ai pris en version poche, Les épreuves de la vie, comprendre autrement les Français, donc, qui est un ouvrage qui parle en fait de très vastes sujets, en fait, où vous abordez énormément de choses. Donc on va se focaliser sur certains points. Et tout d'abord, je voulais aussi dire, faire un lien entre cet ouvrage et un projet que Pierrot Saint-Vallon a fondé en 2002, qui est la République décidée, qui est un atelier, comme est indiqué sur le site internet, pour réfléchir à des enjeux de notre temps. Et c'est sur ces enjeux de notre temps qui parle cet ouvrage dont je trouve très singulier et très percutant le titre. Et ma première question, Pierrot Saint-Vallon, bienvenue, merci d'être avec nous. C'est qu'est-ce qui vous a motivé à écrire cet ouvrage et à vouloir comprendre autrement les Français? Ce qui m'a motivé pour faire ce travail, c'est l'élément déclencheur, c'était le mouvement qu'on a appelé des Gilets jaunes en France. Le mouvement des Gilets jaunes qui a immédiatement suivi la période du Covid. Et à ce moment-là, on a vu apparaître quelque chose qui n'était pas un mouvement social organisé et qui correspondait aussi à un type de population qu'on ne voyait pas normalement dans les manifestations et qui présentait tout un ensemble de mots d'ordre qui, pour une part, étaient des mots d'ordre réclamant davantage de démocratie, qui, pour une autre part, étaient des mots d'ordre qui mettaient l'accent sur le fait que les politiques publiques ne s'intéressaient pas à leur vie réelle. Et grosso modo, qu'il y avait un axe très important dans leurs revendications, c'était de dire « ceux qui nous gouvernent ne connaissent rien à nos vies ». C'est une expression que j'avais entendue à l'époque qui m'avait frappé. « Ceux qui nous gouvernent ne connaissent rien à nos vies ». Qu'est-ce que ça voulait dire? Parce que ceux qui gouvernent, ils passent leur temps à citer des statistiques, à faire appel à des travaux classiques qui décrivent la société. Ils ont beaucoup d'indicateurs. Mais dans ces indicateurs, justement, ils n'avaient pas ce qui correspondait à ce mouvement. Ce qui correspondait à ce mouvement, c'est qu'il y avait un point très particulier qui rassemblait beaucoup de ces personnes qui manifestaient. C'est qu'ils habitaient des zones rurales, et qu'ils habitaient des zones rurales pour lesquelles le transport est quelque chose de très important, et donc les dépenses de transport sont vitales. Or, ceux qui avaient décidé qu'il fallait augmenter, parce que c'est la période où le pétrole avait des prix qui variaient beaucoup, qui avaient dit une nécessité objective d'augmenter les prix de l'essence, n'avaient pas vu que cette variable, elle avait un effet très différent selon les types de population. Et donc, ce à quoi m'a fait penser ce mouvement, c'est au fond qu'il y avait un discours public qui n'était pas capable de parler de certaines singularités. Et donc, il fallait intégrer cette dimension plus proche des réalités, cette dimension plus sensible. Et donc, j'ai proposé, pour essayer de l'approcher, à partir je dirais, des perplexités qui étaient les miennes. Ces perplexités, je me suis rendu compte que pour les dépasser, il fallait trouver aussi de nouveaux éléments de langage. Et que cet élément de langage de parler des épreuves, il voulait dire qu'il ne faut pas simplement analyser une société à partir de ses structures, mais qu'il faut l'analyser à partir des relations sociales telles qu'elles sont vécues. Et qu'un point qui apparaissait très important dans ce mouvement des Gilets jaunes, c'était par exemple le sentiment de ne pas être respecté, des personnes qui ne se sentaient pas respectées. Et donc j'ai voulu
explorer ce continent, en quelque sorte, que j'ai essayé de traiter avec ce mot d'épreuve, qui est un mot, je dirais, expérimental. Il n'avait pas en soi de prétention de faire une théorie sociologique, mais il avait la prétention d'indiquer un certain type de questions dans lesquelles il fallait entrer. Et j'ai vu que ce genre de préoccupation concernait aussi toute une nouvelle génération de sociologues, pour qui ces questions étaient parues également importantes. Merci beaucoup. En fait, c'est très intéressant quand on lit cette porte d'entrée à des problématiques sociales par les épreuves. Donc vous savez déjà avancer un petit peu ce que vous entendez par épreuve, mais pourriez-vous nous en dire un peu plus et à quelles épreuves les gens font face et comment étudier ces épreuves? Bon, alors il y a je dirais, si on étend le mot épreuve, on pourrait les dire que dans les épreuves de la vie, il y a le fait, par exemple, d'avoir des difficultés à boucler ses fins de mois. Donc on s'est traditionnellement intéressé à cette épreuve économique, à cette épreuve du revenu en lien avec les modes et les types de consommation. Mais on a peu à peu vu aussi apparaître d'autres types de questions structurantes du monde social, notamment une autre question qui est celle des discriminations. La question des discriminations a pris une place centrale. Et pourquoi ? Parce que le sentiment de la discrimination, il est double. Il est le sentiment que l'on n'est pas pris pour une personne quelconque et qu'on n'est pas reconnu comme étant quelqu'un. Je pense que le propre de la discrimination, cela veut dire que vous avez le sentiment que vous êtes pénalisé pour un élément qui vous caractérise, mais qu'en même temps, on refuse que vous soyez une personne comme les autres. Et je pense que cette contradiction-là, elle est absolument centrale. Et c'est pour ça que la question des discriminations joue un rôle important. Pour moi, la question des discriminations, ce n'est pas simplement un nouveau champ, celui des rapports entre groupes ethniques, par exemple, ou entre les hommes et les femmes. Mais c'est une façon d'aborder le réel à partir de cette question de l'identité entre le quelconque et le particulier. Et je dirais, ce lien du quelconque et du particulier, c'est une façon très forte de construire la société aujourd'hui. Donc il y avait ce type d'épreuve qui m'a beaucoup aussi intéressé, parce que comme je dirige un site qui s'appelle La Vie des idées, qui est un site de recension d'ouvrages, on a une équipe d'une vingtaine de jeunes chercheurs qui se réunit pour faire le point sur ce qui se passe dans les différentes disciplines. Et ça, c'est un point sur lequel on avait mis l'accent. La deuxième chose qui m'a beaucoup frappé, à ce moment-là, ça n'est pas en France, c'est dans les mouvements des révolutions arabes. J'ai une amie qui a travaillé sur les révolutions arabes et qui a notamment travaillé sur toute l'imagerie dans ces révolutions et tout le langage de ces révolutions. Et elle m'avait dit que ce qui l'avait frappé, c'est de voir que sur les banderoles des manifestants, il y avait deux mots qui ressortaient très souvent, c'est le mot honneur et le mot dignité. Alors que ces manifestants prenaient des risques énormes, parce que la sauvagerie de la répression dans bon nombre de ces pays, la Syrie, l'Irak et d'autres, est quand même assez violente. Et ce qu'ils avaient mis en avant, ça n'était pas, alors que ces mouvements avaient aussi commencé par des révoltes, on peut dire, de la faim. C'était une révolte économique pour le partage des richesses qui ne se faisait pas, et toute une partie immense de la population manquait de ressources alimentaires de base. Mais en même temps qu'il manquait de ressources alimentaires de base, sur ces banderoles, c'est ces mots qui avaient été repérés comme absolument centraux. Et à ce moment-là, je me suis dit, ça c'est aussi un autre champ d'épreuve. C'est ce champ qu'au fond, on n'attend pas simplement des besoins économiques, mais que la démocratie, c'est le régime où chacun a le droit d'être reconnu comme important.
Et ça, moi qui suis un historien de la Révolution française, c'était quelque chose qui était décisif dans l'organisation de rencontres, d'assemblées. C'est que les personnes les plus petites, il y a de l'iconographie sur des premiers mouvements de vote, où on voit quelqu'un qui est en blouse avec des sabots, à côté de quelqu'un bien habillé, et qui lui dit « pousse-toi, nous sommes maintenant égaux ». Mais je crois que cette égalité en dignité, cette égalité en considération, cette égalité dans l'attention portée aux réalités, ça aussi, c'est une dimension structurante des démocraties. Et ne pas l'honorer, eh bien, là aussi, c'est un certain type d'épreuve. Donc, c'est à partir de ces exemples divers que j'essayais d'appréhender et de catégoriser un petit peu ces types d'épreuves. En constatant une chose, c'est qu'hélas, le langage politique et le langage administratif surtout n'en tient absolument pas compte. Je connais bien des recherches qui ont été faites sur le traitement des dossiers de personnes immigrées. Mais ces dossiers, à chaque fois, ce sont des histoires singulières. Eh bien, ces histoires ne sont pas assez prises en compte, ne sont pas assez racontées. Or, le sentiment d'injustice, les épreuves de l'injustice, c'est cela. C'est quand on a le sentiment que sa particularité ne compte pas, que vous êtes écrasé par un fait statistique auquel on vous raccroche. Pour revenir à cette question de ces statistiques, de comment on mesure en fait ces difficultés, moi ce qui m'a semblé très puissant dans votre ouvrage, c'est cette intégration de la dimension subjective dans ce qui fait société. Parce que nous savons beaucoup, je me compte parmi ceux qui voyaient la sociologie, en fait les études sur la société, comme s'attachant uniquement à étudier les faits sociaux, comme si ça ne touchait pas les personnes. Donc c'est ce qu'il y a de plus individuel, et non plus dans leur expérience. Donc c'est ça que je trouve très puissant et très novateur dans cet ouvrage. Et un élément qui est particulièrement pressant dans vos analyses des épreuves, des difficultés qui ressentent les personnes et qui peut aussi les rassembler pour parler des problématiques, c'est les émotions. En fait, un concept ou quelque chose qu'on croyait en dehors de la société et du politique qu'on attachait plutôt au rationnel. Donc, pour vous, d'après cette perspective, quelle place ont les émotions dans nos sociétés? Et qu'est-ce qu'on fait avec ces émotions? C'est un peu le rapport avec l'attente dont vous parlez dans cet ouvrage. Elles ont une place individuelle centrale, mais elles ont surtout une place politique centrale. C'est-à-dire que la manipulation des émotions est une des caractéristiques de toute une partie des agents du champ politique. On peut dire qu'une des définitions, il y en a beaucoup, mais une des définitions qu'on peut donner du populisme, c'est la mise en émotion et la manipulation du champ émotionnel. Donc, par exemple, c'est l'organisation du ressentiment. Je crois qu'il est très important de prendre en compte les émotions et en même temps d'avoir une claire vision des conditions dans lesquelles elles sont instrumentalisées, elles sont manipulées également. Mais ceux en politique qui oublient que les émotions jouent un rôle central, eh bien généralement sont battus par ceux qui sont les grands champions de la manipulation des émotions. Alors le mot émotion, il est actuellement très utilisé, il est très discuté. Les historiens, très longtemps, l'ont traité à partir du terme de sensibilité. Hein. On a fait toute une histoire des sensibilités qui, par certains aspects, se rapprochent de ce qu'on a appelé maintenant les émotions. Et on a appelé les émotions parce qu'il y avait une sorte, je dirais, de fatigue conceptuelle à ne parler que de mouvements sociaux traditionnels. Et donc, il y a eu énormément de livres qui sont parus sur faire une philosophie et parfois une histoire ou une sociologie des émotions. Merci Pierre Rossin-Vallon.
je ne pouvais pas m'empêcher de dire qu'en vous lisant, je suis revenue à la date à laquelle votre ouvrage a été publié, 2021. Je trouve, à titre personnel et aussi en tant que philosophe, que la société a beaucoup changé depuis 2021. C'est probablement une perception, mais on a constaté cette montée des discours très durs dans la société, notamment des discours néofascistes, aussi des changements politiques globaux, des changements technologiques. Et d'après ce que vous avez développé sur les émotions, sur les épreuves, comment vous voyez les choses aujourd'hui, quelques années après la publication de cet ouvrage? Il y a des nouvelles émotions, quelque chose a changé, on a plus de difficultés de nos jours. Comment vous voyez la situation actuelle, et en France aussi? Il y a plusieurs éléments. Dans un monde où il est difficile souvent de comprendre et d'analyser le présent, et surtout de redéfinir des objectifs, parce que c'est un petit peu ça le problème aujourd'hui, c'est quels sont les objectifs vers lesquels on peut aller. Bien sûr, on peut dire qu'il faut plus de démocratie, mais aujourd'hui, la démocratie, elle est en même temps très, très critiquée. La démocratie, elle est très vacillante. Et donc, on est dans un moment où il y a des tentatives d'expérimentation. Mais en même temps, dans ces moments de redéfinition, il y a toujours, on l'a vu dans l'histoire, un retour réactionnaire. C'est-à-dire un retour, au fond, en disant la modernisation des sociétés, la modernité est problématique. Nous n'avons pas à traiter ce caractère problématique pour l'éclaircir. Nous avons à revenir vers ce qui est le passé le plus solide. C'est ce qui s'est passé avec la Révolution française. La Révolution française est suivie par un énorme courant de réaction intellectuelle. On peut dire presque de réaction littéraire. Une partie du romantisme est une réaction contre la Révolution française. Mais en même temps, il y a une réaction sociétale, il y a une réaction politique. L'absolutisme a ressurgi. La loi sur le divorce a été interdit. Il y a tout un ensemble de retours en arrière qui menacent lorsque je dirais, le progressisme est un petit peu en train de patiner et de s'interroger. Donc il y a cette dimension-là que l'on voit dans le temps présent, et que dans ce retour en arrière, eh bien parfois c'est ce qu'il y a de plus, je dirais, de plus glauque dans les sociétés, à savoir le retour raciste, le retour au fond vers des fantasmes du passé. Et le pays où on le voit de façon spectaculaire, il est à l'œuvre partout, c'est sûr. Mais le pays où on le voit de façon spectaculaire, c'est les États-Unis. Lorsqu'on voit aux États-Unis que Trump veut remettre en place des sculptures de généraux sudistes, lorsqu'il demande aux grands musées nationaux de ne plus faire de place ni d'exposition sur l'histoire de l'esclavage, eh bien là, on est en plein moment réactionnaire. Donc, on observe ça. On observe ça du point de vue, je dirais, des politiques, de ceux qui gèrent des politiques intellectuelles, qui gèrent des politiques mémorielles, qui gèrent des politiques sociales. Mais on voit aussi ce trouble, cette incertitude au sein de la société elle-même. Et au sein de la société elle-même, cette inquiétude, il arrive qu'elle soit aimantée, qu'elle soit polarisée sur un certain nombre de questions. Et on a vu récemment, on le voit partout, cette polarisation sur, je dirais, ce qu'on appelle les nouvelles batailles culturelles. Donc quand on ne comprend pas les difficultés du présent, eh bien, on réinvente en quelque sorte un champ conflictuel qui permet de donner sens au présent. Mais je vois que dans ces mouvements rétrogrades, dans ces mouvements hautement problématiques, il y a une question de fond. C'est le fait que les idées progressistes sont en jachère. Le fait que ces idées progressistes, elles-mêmes ne sont pas à la hauteur des événements d'aujourd'hui.
elles n'ont pas vraiment de réponse. Et moi, je suis frappé aujourd'hui d'une chose, dans le milieu académique, de voir dans les milieux académiques américains à quel point la réponse universitaire à la destruction méthodique de la démocratie qui a commencé en Amérique n'a pas vraiment lieu. On voit dès maintenant, ce n'est pas que les États-Unis ne sont déjà plus vraiment une démocratie. Il faut le dire vraiment. Ils ne sont plus déjà vraiment une démocratie. Pourquoi ? Parce que l'agitation de la peur, l'organisation de la peur, elle est là déjà en marche. Ça, c'est quelque chose qui existait dans les années 30, par exemple. Ce qui est déjà en marche aussi, c'est les premiers éléments d'une destruction de l'état de droit. C'est renvoyer un procureur parce qu'il veut faire un procès qui apparaît dangereux. Donc, pourquoi y a-t-il cette tétanisation ? C'est ce que je vois dans l'Amérique d'aujourd'hui. En tout cas, du point de vue des universitaires. Les universitaires américains, aujourd'hui, pour tous ceux que je connais, je les trouve relativement tétanisés. Ils sont évidemment révulsés, mais ils n'ont pas l'intelligence de leur indignation. Et je pense qu'avoir l'intelligence de son indignation, c'est ça le rôle de la vie intellectuelle. Et avoir l'intelligence de son indignation, c'est comprendre, d'aller au fond, pas simplement de la dénonciation du Trumpisme, mais des raisons pour lesquelles il a gagné une majorité de suffrages. J'ai été à ce propos très interloqué par ce qu'était l'évolution d'un J.D. Vance. Vance avait publié un livre que j'avais lu dès sa parution, qui s'appelait un livre qui était sur sa région des Appalaches, qui était en difficulté. Et la personne qui a écrit ce livre de description de ce milieu en disant « si on ne voit pas ça, on ne comprend pas la société américaine », qui était un démocrate fervent, est devenu un Trumpiste fervent. Donc je crois que nous devons réfléchir, de voir cette tétanisation du milieu intellectuel, de voir cette histoire singulière qui est celle de Vance, doit nous faire réfléchir sur ce que sont nos responsabilités pour justement comprendre les raisons qui ont amené une masse, en tout cas, d'Américains. Ils n'ont pas simplement été trompés. Ils ont eu le sentiment d'une dépropriation. Il y a quelques jours, j'étais dans une petite ville de la Drôme, en France, qui est une région assez écologique, qui est dans les Préalpes, et il y avait un rallye automobile qui était organisé dans la ville, où il y avait une petite ville de 3000 habitants, petite, et ce rallye mobilisait 400 volontaires. Et la mairie a décidé que, puisque c'était l'automobile, donc c'était quelque chose qui n'était pas, je dirais, écologique, il fallait supprimer le rallye. Et j'ai entendu une personne me dire dans la conversation « Ah, vous voyez, ils nous ont même pris ça ». Elle disait « ils nous ont pris ». C'est-à-dire, j'ai eu le sentiment que les conditions dans lesquelles cette décision a été prise a été vécue comme une dépropriation. Et je crois que, justement, ce dont il s'agit, et ce qui a toujours été l'objectif de beaucoup, c'est de permettre une réappropriation du monde par la société. Mais quand cette société a le sentiment d'une dépropriation, nous devons nous interroger, me semble-t-il. Vous faites beaucoup de réflexions en fait, sur la situation en France, aux États-Unis. Et il y a tous ces changements d'aujourd'hui aussi, un retour d'un pouvoir grotesque, pour utiliser les mots de Michel Foucault. C'est ce que je vois parfois. Et donc vous faites cet aller-retour entre les États-Unis et la France. Mais pour revenir au contexte dans lequel nous nous trouvons, celui de l'Espagne, et aussi plus largement celui du monde ibéro-américain, on constate aussi ce retour et voir d'autres phénomènes politiques qui font mobiliser des émotions. Je pense notamment à l'Amérique latine, où on a en Argentine cette revendication
agressive de ce qu'on appelle l'anarcho-capitalisme. De ce côté du monde, pour parler d'une région culturelle aussi, comment vous voyez les choses dans les mondes ibériques, latino-américains? Il y a quelque chose qui vous inspire une réflexion? Mais d'abord, je ne vois pas vraiment beaucoup de points communs entre la réalité ibérique européenne et puis ce qui se passe actuellement en Amérique latine. Parce que ce qui se passe en Amérique latine, c'est un ensemble de phénomènes qui sont très disparates. Parce qu'il y a eu la période, je dirais, du retour des populismes classiques. Le retour des populismes classiques avec Chavez, avec Correa, avec d'autres en Bolivie, et là qui était parfaitement lisible et intelligible. Mais peu à peu, on a changé de régime, parce que on est passé des populismes classiques à des populismes totalitaires. Et puis on est passé aussi à des régimes de la brutalisation sociale, où la brutalisation, c'est le cas de Javier Milei, la brutalisation est définie comme à la fois un instrument d'action et puis un instrument de tétanisation de la société. Milei a quand même son action, quand on dit qu'on baisse l'inflation, elle reste de 30% par an. C'est-à-dire que pour nous, Européens, ça reste quand même une inflation assez extraordinaire. Mais surtout, la baisse du pouvoir d'achat à laquelle il a procédé a produit un effet de tétanisation parce qu'il a réussi à faire croire à une partie de son électorat que ce que vous vivez est très dur, mais ça annonce des lendemains qui chantent. Et c'est ce qui est en train de se produire aux États-Unis. Les analyses de l'opinion américaine, Trump ne cesse de dire « Ah oui, l'augmentation des tarifs, tout un ensemble d'éléments vont faire que l'inflation va augmenter sûrement, et puis le chômage va augmenter. » Mais c'est un passage difficile, et il le présente, et c'est accepté, actuellement en tout cas, dans des termes où cette annonce d'un moment difficile est presque vue comme le premier moment de la victoire. Et je crois que nous avons à réfléchir sur cette forme de brutalisation des sociétés qui arrive à faire passer des régressions pour le début d'un changement fondamental. Mais là aussi, en Argentine, c'est le pays d'Amérique latine que je connais le mieux, avec le Brésil, eh bien, les partis progressistes ne sont pas à la hauteur de la responsabilité. Bien sûr que c'est facile de dénoncer Milei, mais l'enjeu, c'est de remobiliser une société qui ne croyait plus du tout à la politique. Et comment remobiliser une société qui ne croit plus à la politique? C'est ça notre problème à tous. C'est ça notre problème aujourd'hui, ici, que ce soit en Espagne, que ce soit en France ou ailleurs en Europe. Et cette remobilisation, elle peut se faire comment? À mon avis, elle peut se refaire non pas en pensant qu'il faut simplement revivifier les institutions de la démocratie. Bon, moi, je suis très proche de tous ceux qui ont organisé toutes les formes de forums citoyens pour essayer de revivifier la décision démocratique. Mais je crois que revivifier la démocratie, c'est rappeler que la démocratie, ça n'est pas simplement une fonctionnalité d'autorisation des gouvernants. La démocratie, c'est certes l'autorisation et la sélection des gouvernants. D'ailleurs, il y a d'autres modes que l'élection. Pour le faire, beaucoup de personnes discutent aujourd'hui du tirage au sort. Et avant, on se demandait est-ce que ce n'est pas par des examens? C'est ce que dit Xi Jinping. Il dit notre démocratie repose sur l'examen. Et donc, elle est plus objective. Bon. Mais ça n'est pas simplement autoriser des gouvernants. La démocratie, c'est aussi faire en sorte que la société soit capable d'avoir le sentiment que chacun est reconnu. Et donc, la représentation, c'est quelque chose de décisif. Il faut organiser la représentation de la société, que ce que vivent les personnes soit un bien commun qui est mis sur la table. Et donc, je pense que les sociétés vont vers l'idéologie quand elles vont vers la généralité. Plus la généralité est grande, plus la généralité triomphe. Quand on se rapproche des réalités concrètes, alors à ce moment-là, c'est très différent.
il y avait un grand sondage qui était publié dans le Financial Times ce week-end sur les perceptions de l'immigration en Europe. Et il y avait une différence de perception très intéressante quand on posait la question « Est-ce que vous pensez que l'immigration est un gros problème pour votre société ?» Et là, le nombre de voix était très élevé, parfois jusqu'à 70%. Mais quand on demandait « Est-ce que dans votre vie courante personnelle, vous voyez l'immigration comme un problème autour de vous ?» Et là, ça se rétrécit à beaucoup moins. Et ça, je crois que c'est une leçon très importante. C'est que les régimes populistes triomphent parce que ce sont les régimes de la généralité. Ce sont les régimes de l'idéologie. Et pour que la démocratie regagne du terrain, il faut qu'elle soit le régime de la proximité, le régime de la connaissance sensible, et non pas simplement le discours idéologique. Et c'est ce à quoi a réussi Trump. Trump mène son pays avec un discours qui est purement idéologique, qui n'est plus un discours de la réalité. Mais il est puissant, parce qu'il n'est pas un discours de la réalité. Et donc, cette bataille du retour à la réalité, elle est à mon sens vraiment décisive. Donc, cette prise en compte des perceptions, des représentations des individus et non seulement des grands faits sociaux, dans une politique, c'est ce que vous appellerez une démocratie des épreuves. Je me dévie un peu peut-être de notre propos, mais c'est ça que vous appelleriez une démocratie des épreuves? Une démocratie, là, cette réflexion sur les épreuves, je la lie à une réflexion pour moi plus générale sur ce que j'appelle les angles morts de la démocratie. La non prise en compte de ces épreuves, c'est un des angles morts de la démocratie, mais j'ai plus récemment traité d'un autre angle mort de l'analyse des démocraties qui est ce que j'appelais les institutions invisibles. La confiance, la légitimité et l'autorité. Une société ne se comprend pas et ne fonctionne pas sans ces institutions invisibles. Et on n'y accorde pas assez d'attention. Un autre angle mort de nos démocraties, c'est le thème sur lequel je prépare un nouveau livre actuellement, c'est de comprendre pourquoi nous n'arrivons pas ou si peu à intégrer les questions du long terme dans nos comportements du présent. Alors que nous avons une connaissance des questions, c'est tout le problème aujourd'hui de l'échec, ou en tout cas de la non-réussite, je dirais, des mouvements écologiques. C'est que la connaissance des questions posées par nos comportements présents sur l'avenir, elle est objective, elle est partout. Mais ça n'informe que très peu, les décisions du présent. Donc, cela veut dire que réfléchir à la démocratie aujourd'hui, c'est réfléchir aux raisons pour lesquelles elle a des moments d'échec, pourquoi elle patine, pourquoi elle n'arrive pas à se renouveler. Et ça, d'un point de vue historique, c'était l'histoire même de la démocratie. L'histoire de la démocratie était une histoire d'expérimentation, une histoire de mouvement en avant, une histoire de recul, une histoire de perplexité collective. Et nous avons intérêt à avoir le sens de ce type d'histoire problématique si nous ne voulons pas simplement répondre, pas simplement aux menaces, mais aux décompositions du présent par des incantations. Parce que les incantations n'ont jamais réussi qu'à entretenir la tristesse et le malheur. Je garde ces idées très intéressantes. C'est ce que vous avez dit à la fin, c'est vraiment très percutant. Et peut-être pour faire un lien aussi avec la conversation précédente, ça parlait, et ça c'est peut-être aussi ma curiosité personnelle, d'intelligence artificielle. Et puisqu'il y a des débats qui sont peut-être ou pas, je ne le sais pas, des faux débats sur c'est ce qui peut produire des émotions. On a tous ces débats sur les sélections dans lesquelles les réseaux sociaux, les algorithmes jouent un rôle pour peut-être produire des émotions, voire les manipuler. D'après ce que vous avez pu construire dans cet ouvrage, comment vous voyez les choses à propos de l'intelligence artificielle?
si c'est vraiment un débat. Je vous avoue, je suis 100% incompétent. C'est-à-dire que sur ces questions-là, j'essaie de lire un petit peu, je suis perplexe, en tout cas, je n'arrive pas à faire le lien pour l'instant avec le champ politique. Tout le monde voit bien un certain nombre de menaces, entre guillemets, concernant des professions. On le voit dans des métiers de la culture, du journalisme, etc. La question même de savoir si le thème intelligence artificielle est adéquat ou pas est même très discuté. Yann Lequin, qui est le directeur de l'intelligence artificielle chez Meta et qui a été professeur au Collège de France, lui fait partie des personnes qui disent l'intelligence artificielle n'existe pas. L'idée de dire qu'elle va remplacer l'intelligence humaine ne fait pas sens. Donc je vois que la discussion au sein même de la communauté des producteurs centraux, je dirais des instruments de cette intelligence artificielle, fait aujourd'hui débat, qu'il faut les suivre, mais que cela ne nous détourne pas de la compréhension immédiate de ce que sont nos tâches politiques et nos tâches de connaissance pour aujourd'hui, parce que vous êtes universitaire, je le suis aussi, et je pense que dans le moment que nous vivons, la production de connaissances, le travail universitaire, qui est décrié par certains, a un rôle extrêmement important. Et donc, il faut répondre aux ténèbres par la connaissance, mais par une connaissance qui montre qu'elle n'est pas une connaissance d'en haut, que la vie intellectuelle, ce n'est pas une manifestation parmi d'autres de l'élitisme, mais que la vie intellectuelle, c'est une saisie à bras-le-corps des réalités et des difficultés du présent. Merci, on arrive à la fin de cette conversation si stimulante. Je voudrais évoquer un des sujets finalement de votre ouvrage et de vos réflexions sur le futur. Vous parlez au long de cette étude et plus à la fin de l'anxiété et de l'incertitude, donc comme quelque chose qu'on vit individuellement mais qui relève aussi des changements sociaux. Comment, dans cet univers entre épreuves, émotions, démocratie, de la société et du politique, comment vous voyez peut-être notre représentation du futur, à quoi on fait face et quelles émotions cela produit? Le futur, ce n'est pas quelque chose qui va arriver et qu'on doit décrire. Le futur, c'est quelque chose que l'on doit construire. Donc le problème, c'est plutôt celui des instruments du futur. Et quand on décrit le futur comme une chose qui existerait déjà en soi, c'est ça qui me paraît problématique et déjà l'objet d'une forme de démission, disons. Donc, j'insiste sur la question de l'anxiété parce que je constate qu'il y a de plus en plus d'études sur une société anxieuse. Oui, nous sommes dans une société anxieuse parce qu'il y a le sentiment que nous n'avons pas les moyens d'avoir prise sur la réalité, que nous ne la comprenons pas vraiment. Et je pense que, même s'il ne faut pas exagérer, mais je pense qu'un travail de connaissance, il donne justement des éléments d'objectivation du monde. Et l'objectivation du monde, c'est une façon de réduire l'incertitude. D'accord, merci beaucoup Piero Saint-Vallon, c'était vraiment très intéressant de vous écouter sur toutes ces réflexions. Moi en tout cas j'ai beaucoup appris et j'espère que notre public aussi. Et bientôt peut-être cet ouvrage sera disponible en espagnol, je le souhaite, on ne le sait pas. Merci beaucoup. Merci de votre invitation dans ce beau lieu. Merci.